Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Non. Alors nous avons quelques soucis techniques depuis quelques jours et avec les fortes chaleurs qui font que les projections sont impossibles et les micros fonctionnent pour le moins difficilement. Donc je crois qu'il faut que je parle quand même dedans. Il faut qu'on parle autant que possible à travers les micros pour le système d'enregistrement, dans tous les cas, qui lui a priori doit fonctionner, mais les amplis par contre ne fonctionnent pas. Donc il va falloir que nous fassions preuve effectivement d'écoute. Je vais demander à Madame Montassier de procéder à l'appel nominal des conseillers municipaux. Cédric Gourin. Présent. Cathy Montassier présente. Jean-Noël Robin donne le pouvoir à Claude Mignon. Célia Berger. Présent. Claude Mignon. Nicole Gauduchot. Thomas Litière. Pénélope Fantino. Pierre Rousseau. Alexandra Galeotti. Sébastien Tranois. Brigitte Telat. Jérôme Moreau. Véronique Martin. Daniel Gavache. Marilyn Gabel. Anthony de Favéry. Laurence Morin-Blanc-Luet. Denis May. Aurélie Damoda donne pouvoir à Cathy Montassier. Patrice Argenty. Julie Robin donne pouvoir à Cédric Gourin. Gérard Cotigny donne pouvoir à Célia Berger. Leïla Boulgroun. Jacques Couvray. Charlotte Juteau. Michel Gohon. Florence Barotte. Romain Mercier. Véronique Bury-Dago donne pouvoir à Romain Mercier. Franck Fradin. Lydie Perrin. Yassine Bazungoula. Joanne Lautier. Saad Ouarab. Très bien, merci. Le quorum étant atteint, nous pouvons ouvrir la séance. Proposons comme secrétaire de séance Madame Nicole Gauduchot. Alors, le premier point à l'ordre du jour concerne la ZAC du Grand Hameau, l'approbation du compte-rendu annuel à la collectivité pour l'année 2025. Et nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Arnaud Diguet, directeur général de la SEMDO, à qui je donne la parole. Monsieur le directeur général. Bien, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Alors, comme on n'a pas de projection, je suis désolé, on ne peut pas présenter le support. Donc, pour ceux qui ont un ordinateur, normalement, ils y ont accès sur l'ordinateur. Bon, de toute façon, je vais essayer d'être synthétique et vous donner les éléments marquants. Donc, bon, pour ceux qui ont déjà participé à ce type d'exercice, c'est une fois par an, l'aménageur, donc la SEMDO, prépare en collaboration avec la collectivité un compte-rendu annuel à la collectivité, ce qui permet au conseil municipal de prendre acte de l'avancement des opérations d'aménagement et de leur bilan financier. Donc là, on parle de la ZAC du Grand Hameau, que tout le monde connaît bien, qui est au centre de la ville. C'est une ZAC qui est plutôt en phase d'achèvement. C'est une ZAC qui dure depuis de nombreuses années, qui est plutôt en phase d'achèvement. Donc ce compte-rendu annuel à la collectivité fait état de ce qui s'est passé en termes de dépenses et de recettes au courant de l'année 2025. Donc vous l'avez en page 4 du document. Donc on a, comme on est plutôt en phase d'achèvement de cette ZAC, on a eu des travaux d'une certaine importance, c'est l'allée du clos du hameau sud, qui a été réalisé au courant de l'année 2025, qui représente à peu près un investissement de 148 000 euros. Pour ce qui est des recettes, a été vendu un lot à un promoteur qui s'appelle Ataraxia pour réaliser 37 logements LLI. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le LLI c'est du logement locatif intermédiaire qui permet aux classes moyennes de trouver du logement locatif. Et puis plus classique, 16 logements sociaux. Donc ça a été vendu, donc chantier en cours. Comme il est d'usage, on parle également des prévisions de l'année 2026. Donc c'est ce que vous retrouvez en page 7 du document et qui figure dans les annexes. Donc sur l'année 2026, en termes de travaux, c'est pareil, ça reste modeste puisqu'on est en fin d'opération. On doit faire des travaux de qualitatif sur la rue de la Fraternité, des travaux notamment d'aménagement de trottoir. La rue elle-même est déjà aménagée au sens voirie lourde, mais il reste des travaux d'aménagement de trottoir. Et pour ce qui est des recettes, donc on a une session qu'on vient de réaliser la semaine passée auprès de Bouygues Immobilier. Bouygues Immobilier, c'est un projet assez varié avec 51 logements pour des jeunes actifs
Donc ce sont des jeunes qui sont sur des CDD par exemple, qui ont du mal à se loger dans les logements classiques, donc ils peuvent avoir des contrats de location court, ce qui les dépanne beaucoup quand ils commencent dans leur vie active. 28 logements en LLI et 43 logements en accession à la propriété, donc ça c'est des logements un peu plus classiques. Donc on a signé avec Bouygues qui va démarrer son chantier d'ici la fin de l'année. Voilà l'activité principale, et vous retrouverez dans les documents les bilans financiers qui sont toujours annexés dans ces comptes rendus annuels. Le bilan financier, c'est un bilan à 20 millions d'euros, mais finalement il ne reste plus que, entre guillemets, 1 million de dépenses à réaliser dans les années à venir, donc on est vraiment sur la fin. Il a un peu évolué en termes de travaux parce qu'il a fallu dévoyer des réseaux d'électricité, il a fallu indexer, vous savez, il y avait eu des forts taux d'indexation liés à l'augmentation des coûts des matériaux. Et cette évolution, qui est d'à peu près 600 000 euros, elle est compensée par des évolutions sur les ventes des lots qu'on vend aux promoteurs. En fait, donc ça s'équilibre, ça n'a pas d'incidence sur les finances de la commune. Il n'y a pas de nouvelle participation de la commune, on reste sur la même participation de la commune. Voilà. Donc il nous restera un lot qu'on doit travailler avec les équipes de la collectivité qui s'appelle le lot E2. C'est un lot qui est pas très loin de la pharmacie, là, vers la station de tramway, à l'arrière de Carrefour Market. Là, donc on va travailler ça avec les équipes de la ville. C'est le dernier lot qui reste à sortir sur cette ZAC. Très bien, merci Monsieur Diguet pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes d'intervention? Non, écoutez, merci. Nous prenons acte de ce rapport, nous vous en remercions. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Voilà. Merci à vous. On vous libère, vous allez pouvoir retrouver un peu de fraîcheur, je le souhaite. Dans le bureau, il y a un petit peu de pluie. Voilà, très bien. Merci monsieur. Au revoir. Alors, le projet de délibération numéro 2 concerne la création d'un conseil municipal des jeunes et l'approbation de son règlement intérieur. Et je donne la parole à Madame Juteau. Oui, merci Monsieur le maire. Cette délibération propose la création d'un conseil municipal des jeunes de Saint-Jean-de-Bray ainsi que l'approbation de son règlement intérieur. L'objectif est de renforcer la participation des jeunes à la vie démocratique locale en leur permettant de mieux comprendre le fonctionnement des institutions, de développer leur vie citoyenne et de les impliquer dans des projets d'intérêt général. Le conseil municipal des jeunes sera un espace de dialogue entre les jeunes et les élus, où les jeunes participants pourront formuler des propositions et porter des projets sur des sujets qui concernent la jeunesse. Il appartient donc au conseil municipal de créer cette instance et d'en définir les modalités de fonctionnement. Le conseil municipal des jeunes sera composé de 18 jeunes abrésiens et abrésiennes, issus des classes de CM2, 6e et 5e, avec une représentation équilibrée entre filles et garçons, ainsi qu'entre les différents quartiers de la commune. Les membres seront sélectionnés par un jury suite à un appel à candidature pour un mandat de 2 années scolaires. Le règlement intérieur qui est annexé à la délibération précise les missions du conseil municipal des jeunes, les conditions de candidature, l'organisation, les droits et les obligations des jeunes conseillers, ainsi que les modalités d'accompagnement par les élus et les services municipaux. Le conseil municipal des jeunes sera présidé par le maire ou son représentant. Enfin, une enveloppe budgétaire sera allouée par le conseil municipal pour permettre la réalisation des projets portés par le conseil municipal des jeunes. Ainsi, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la création du conseil municipal des jeunes de Saint-Jean-de-Bray, d'adopter son règlement intérieur et d'autoriser monsieur le maire à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires à son fonctionnement. Très bien, merci Madame Juteau. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur, merci. Merci, je ne sais pas si ça marche, mais il faut que je me mette comme ça. Merci monsieur le maire. Alors pour nous, on est un peu partagé sur cette délibération, mais je vais vous expliquer pourquoi. Sur la question de la création du conseil municipal des jeunes, on était un certain nombre, je crois, à le porter dans la campagne, donc on y est évidemment extrêmement favorable. Mais sur la question du règlement intérieur, on a quelques interrogations, quelques points qui ne nous semblent pas aller
nécessairement dans le bon sens et je vais les évoquer. Et puis ensuite, j'ai quelques questions à vous poser sur ce règlement. Sur le conseil municipal des jeunes, il doit, à notre avis, permettre aux jeunes abrésiennes et abrésiens de porter librement, en autonomie, une vision et une voix pour leur ville. Et sur la question de la présidence, par vous, monsieur le maire, ou par un élu représentant, et quel qu'il soit, ce n'est pas la question de vous en tant que personne, hein, je le précise. Quand les ordres du jour sont posés par le maire ou l'élu qui le représente, quand on indique dans le règlement que les débats ne peuvent porter que sur les points inscrits à l'ordre du jour, on trouve que c'est dommage parce que les enfants, les jeunes, ils sont inventifs, créatifs, et pour les accompagner vers l'autonomie, on aurait trouvé plus judicieux que ce soit eux qui construisent, qui proposent, qui se saisissent de sujets, qui remontent des informations et des problématiques. Et on sait aussi que des fois, à cet âge, on a des éléments, des idées qui viennent, et de dire que si à l'ordre du jour le point n'est pas inscrit, ils ne peuvent pas être évoqués, on trouve cela dommage. Et d'ailleurs, on est assez en phase avec l'article 8, quand vous dites que les élus accompagnent le conseil municipal des jeunes. Et là-dessus, sur l'accompagnement, pour nous, c'est évident. Il n'est pas question que les élus ne soient pas du tout présents autour de cette instance, mais nous pensons qu'il faudrait retravailler la question pour que les enfants et les jeunes puissent avoir un large pouvoir d'agir, accompagnés par les élus et encadrés par les agents de la ville. Au fond, qu'attendez-vous de ce conseil municipal des jeunes ? Nous, c'est la question qu'on s'est posée. Et à notre avis, le règlement intérieur devrait garantir plus de participation des jeunes, la place au débat démocratique, à la prise d'initiative. Et ces éléments, même si certainement vous en avez envie, ils ne transparaissent pas, à notre sens, assez dans le règlement intérieur. Puis un deuxième point qui nous interpelle, c'est la sélection des candidats. Quel est le but que vous recherchez ? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir comme information en organisant des entretiens préalables ? Sur quels critères ferez-vous vos choix ? Ne craignez-vous pas que des jeunes, peut-être plus timides ou plus introvertis, n'osent pas candidater par peur de ce passage devant un jury ? Tout l'objet de ce type d'outil doit permettre, l'outil Conseil municipal des jeunes, doit permettre justement aux jeunes de prendre confiance, d'oser s'exprimer. Et donc c'est un travail qui, effectivement, peut avoir lieu dans les 2 années où ils siègent dans cette instance. Donc pourquoi finalement, qu'est-ce que vous attendez finalement de ces entretiens ? Que se passera-t-il si un jeune fait un blocage pendant l'entretien ? Parce que se retrouver face à 3 personnes, 3 adultes, ce n'est pas forcément quelque chose d'aisé pour les enfants et les jeunes. Et puis sur les modalités, pourquoi alors on pourrait penser à une élection en faisant participer les établissements scolaires, ce qui permettrait aussi de sensibiliser plus largement à la question du fonctionnement démocratique de notre pays. On pourrait aussi imaginer un tirage au sort avec les critères de parité et d'âge et de représentativité des quartiers qui nous semblent des critères très pertinents pour le coup. Et puis nous trouvons aussi dommage que les séances plénières ne soient pas publiques. Elles permettraient d'inviter les autres enfants, des associations, les parents, ce qui permettrait de valoriser le travail et l'engagement des enfants et pourquoi pas donner envie aussi à d'autres enfants de s'engager dans ce conseil municipal des jeunes. Mais peut-être que la raison du fait que ces séances plénières ne soient pas publiques sera expliquée dans une des questions que nous avons. C'est quelle est l'articulation entre les commissions et les séances plénières ? Quel rôle finalement pour chaque instance ? Qu'est-ce qui est attendu, entre guillemets, des enfants dans les commissions et dans les séances plénières ? Est-ce qu'il y a déjà des thématiques ou des sujets que vous avez arrêtés sur lesquels vous aimeriez que les enfants travaillent et réfléchissent ? Est-ce qu'il s'agit uniquement de porter des projets d'enfants ou est-ce qu'il s'agit aussi de donner des avis sur des projets que vous pourriez avoir et que vous auriez envie de porter ? Et puis de manière plus pratico-pratique, vous parlez de démission d'un membre ou de démission d'office d'un membre s'il est absent. Et est-ce que la place reste vacante ou est-ce qu'elle est pourvue par un autre enfant ? Quand est-ce que vous souhaitez lancer ce dispositif ? Et vous parlez du budget, du coup, est-ce que vous avez une idée déjà des moyens alloués à ce dispositif ? Je vous remercie et peut-être je reprendrai la parole pour vous poser une autre question
plus sur la manière dont on pourrait voter cette délibération, mais je vous laisse déjà vous exprimer. Très bien, merci Monsieur Mercier. Monsieur Lottier. Alors, moi je vais faire un peu plus court. Je vais commencer par dire que c'est une super délibération. Nous, on était favorable à la création de ce conseil municipal des jeunes, donc évidemment, on va la voter. Voilà. Après, comme on l'a évoqué en commission, on a quelques questions qui tournent plus autour des catégories d'âge qui sont concernées. Célia a évoqué le fait, vos interrogations, vos propres interrogations sur le sujet, sur le fait de commencer par les CM2. Moi, je pense que c'est important de commencer très tôt, et donc j'y suis plutôt favorable. En revanche, je m'interroge sur la tranche d'âge 14-18 ans, et à la limite presque même au-delà des fois, parce que la question de la citoyenneté chez les jeunes ne se pose pas uniquement entre 9 et 12 ans. Et je pense qu'il y a quelque chose à inventer. Alors j'entends la réponse qui a été faite en commission concernant l'année un peu charnière du brevet, où le rythme, l'intensité pouvait être peut-être un peu élevé pour des jeunes qui vont avoir un examen, leur premier examen à la fin de l'année. Pour autant, je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion qui s'engage autour de la façon de créer un dispositif qui permette à ces jeunes de cette tranche d'âge et jusqu'à 18 ans de ne pas être, entre guillemets, lâchés dans la nature après avoir en plus goûté à l'exercice de la démocratie locale entre le CM2 et la 5e. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'enjeu le plus fort. Comment continuer cet engagement citoyen dans un âge de l'adolescence qui est par nature compliqué, hein. On a du mal dans tous les secteurs dès qu'on parle d'animation, voilà, c'est compliqué d'occuper les jeunes et de faire en sorte qu'ils s'y épanouissent. Ça le serait aussi sur ce sujet-là, mais pour autant, je pense que c'est à travailler. Et puis, je rejoins la question un peu sur la sélection. On l'a évoqué aussi en commission, la sélection par les adultes. Alors, pour la première édition, pour ce lancement, je ne vois pas comment on peut le faire tellement autrement. Effectivement, la question d'organiser une élection, pourquoi pas, mais en tout cas, si vous voulez aller vite, c'est vrai que un jury, c'est finalement assez simple à mettre en œuvre, on va dire. Moi, je pense que si on reste sur le principe d'un jury, à partir de la deuxième édition, de la deuxième génération, entre guillemets, de conseil municipal des jeunes, ça serait intéressant que ce soit les jeunes du conseil municipal en place, du conseil municipal des jeunes en place, qui puissent participer au jury de sélection, ce qui enlèverait cette potentielle appréhension du jugement de l'adulte et qui, en plus, à mon sens, serait plus approprié puisque les jeunes seraient entre eux, ils seraient sélectionnés par leur père, ce qui est PAIRS évidemment, pour participer. Voilà, c'était les deux remarques que j'avais, mais évidemment on votera cette délibération qui est une bonne délibération. Très bien, merci Monsieur Lottier. Madame Juteau, une réponse ou... Bon, allez, j'y vais. Factuellement, peut-être Monsieur Lottier, par rapport à ce que vous disiez là en dernier sur le jury, alors a priori, ça va répondre d'ailleurs au questionnement de manière globale, hein. On prend cette initiative, c'est un choix très fort, et on souhaite expérimenter, donc on va avancer aussi en regardant comment ça évolue. On se donne les 2 années pour construire évidemment les mandats jeunes futurs. Et je note avec intérêt l'idée de faire participer des membres du conseil municipal des jeunes passés pour potentiellement désigner ceux à venir. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est des choses qu'il faut qu'on se note et qu'on se garde cette possibilité de faire ça. Oui. Je pense qu'il est bien d'avoir le regard de jeunes. Aujourd'hui, on part d'un point zéro.
Il n'y avait rien. Donc on part d'un point zéro, donc il faut construire. Et il fallait poser des règles. Voilà. Je reprends dans le sens de ce que vous avez évoqué, Monsieur Mercier également. L'ordre du jour, évidemment, alors il faut là aussi, je le redis, imposer des règles pour essayer d'avancer. L'ordre du jour ne sera pas à la main de l'exécutif municipal ou de l'équipe municipale. Il sera évidemment co-construit avec les jeunes d'une séance à une autre. C'est tout l'intérêt des travails de commission aussi. C'est comme le règlement d'un conseil municipal, hein, c'est-à-dire qu'on n'interdit pas non plus qu'il y ait des questions diverses. Donc évidemment, il faut cadrer parce que on sait à quel point parfois il faut, pour embarquer les jeunes dans cette aventure de prime abord, j'allais dire, il faut apporter un peu de cadrage, c'est normal, quoi, dans un premier temps, mais pour être totalement transparent avec vous, tout n'est pas écrit, tout n'est pas figé. Évidemment, il faut un règlement pour se lancer et démarrer, il doit être soumis au conseil municipal. Techniquement, on a une réunion demain matin avec les services pour justement travailler au lancement opérationnel du conseil municipal des jeunes, dont l'objectif très clairement est de le lancer à partir de l'automne. Voilà, donc on est en train d'affiner un calendrier. On souhaite qu'il soit installé après les vacances de la Toussaint. Voilà. De manière à ce que ça puisse correspondre aussi au mandat. Voilà, et qu'il n'y ait pas un demi-mandat qui puisse partir sur un autre. Enfin, a priori, on a essayé de le dessiner de manière à ce qu'on termine effectivement sur un mandat. Voilà, même si évidemment ça se chevauchera. Concernant la sélection des candidats, je crois qu'on le dit clairement dans la délibération malgré tout, hein, notre préoccupation, c'est que ce conseil municipal des jeunes représente la diversité des habitants et la diversité des quartiers. Donc je vous garantis qu'on s'appliquera effectivement à ce que les jeunes qui participeront à ce conseil municipal soient représentatifs de cette diversité, quoi. Voilà, très clairement, quoi. Voilà. Et je sais, pour avoir été récemment à l'école Louis Petit, qu'on a un certain nombre de jeunes, notamment du quartier Pont-Bordeaux, à qui on a présenté, parce que j'ai été donné des calculatrices, mais il y en a quelques-uns que j'ai revus après au terrain d'aventure, et quelques enfants qui sont de ce quartier-là particulièrement intéressés effectivement pour y participer, mais on souhaite qu'il y ait une représentation de l'ensemble des quartiers aussi. Donc quand on parle de diversité, c'est l'ensemble de la diversité. Voilà. Oui, c'est normal que des enfants de bas âge, entre guillemets, un enfant de CM2, ça reste un enfant, hein, puisse être impressionné. On fera tout pour qu'il ne le soit pas. Pour le coup, il vous a pas manqué, en lisant le règlement, d'observer que quand on parle du jury, c'est au maximum 3 personnes. Peut-être que ça ne sera que 2. Voilà. Et puis surtout, on autorise les familles à y assister. C'est pas un enfant de CM2 tout seul face à 3 conseillers municipaux ou 3 adultes en tout cas, s'ils sont tous conseillers municipaux ou pas, mais face à 3 adultes. Donc là aussi, on va faire preuve de la plus grande bienveillance pour que ça se passe le mieux possible. Alors, le choix, vous l'évoquiez, hein, le choix du mode de désignation des enfants, même s'il sera amené potentiellement à évoluer dans la durée, hein. On n'a pas choisi en fait de retenir le modèle des écoles parce qu'on considère que c'est un modèle excluant et qu'il y a des enfants qui vivent à Saint-Jean-de-Bray et qui ne sont pas forcément scolarisés à Saint-Jean-de-Bray. Donc on souhaite aussi tenir compte de cette réalité qui fait qu'il y a un certain nombre d'autres enfants. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas dire à des familles qui scolarisent, pour le dire très clairement, leurs enfants dans l'enseignement privé, leur dire qu'ils ne pouvaient pas candidater dans la mesure où leurs enfants ne seraient pas dans les écoles abrasiennes. Donc d'où ce choix d'être beaucoup plus large et de ne pas être excluant. La diversité, c'est aussi cela. Voilà. L'articulation entre commission et séance plénière, là vous nous permettrez et les thématiques vous nous permettrez d'avancer. On est dans la construction de l'outil, hein, donc encore une fois on part d'une feuille blanche, donc on est dans la construction de l'outil et on aura l'occasion, si vous le souhaitez, de vous refaire une présentation
de cette approche. Alors c'est vrai que là aussi, sur le sujet de la démission d'un membre, on s'est beaucoup posé cette question et on a choisi cette option parce que on considère qu'un enfant qui viendrait sur une deuxième année à démissionner au mois de décembre, par exemple, enfin, si je prends cet exemple-là, c'est compliqué de réintégrer un autre enfant qui serait sur une shortlist, entre guillemets, de le réintégrer, en fait, alors qu'il y aurait déjà 1 an ou 1 an et demi de travail qui aurait été mis en place. C'est difficile quand même de se raccrocher alors que tous les autres bossent sur des projets précis, quoi. Donc, c'est le choix qui a été fait. Là aussi, peut-être qu'on pourra évoluer au fil du temps. Il ne faut pas se fermer là-dessus. Le budget, a priori, on était dans l'idée, mais là aussi, il faudra qu'on le fige, mais partir sur un budget de 5 000 €. Voilà. L'objectif très clairement de ce conseil municipal des jeunes, c'est de les accompagner, enfin ça a été dit, favoriser l'engagement des jeunes en les accompagnant dans leur prise d'autonomie, favoriser l'adhésion aux valeurs démocratiques et républicaines, leur permettre la découverte des organes démocratiques et pourquoi ce budget? Parce que, on leur permettra sans doute la deuxième année de travailler sur un certain nombre de projets à destination des jeunes qui devront construire eux-mêmes, enfin construire eux-mêmes et avec notre accompagnement. On va aussi leur permettre, c'est notre souhait, d'aller par exemple, on a déjà des points de contact qui ont été pris, d'aller visiter le Sénat, d'aller visiter l'Assemblée nationale, d'aller au Panthéon, d'aller voir des hauts lieux de la République. Voilà. On a la chance d'être à proximité de Paris, ça coûte pas très très cher, mais malgré tout, quand on emmène 18 enfants et quelques accompagnateurs, il faut prévoir un budget pour pouvoir organiser ces sorties. Voilà ce que je voulais vous dire. Monsieur Lotier, quand même, si sur les tranches d'âge, là aussi, c'est vrai que la réflexion, on se l'est posée, mais moi je suis sensible à l'idée de travailler sur les générations plus âgées, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront quitté le collège, comment on accompagne des lycéens, peut-être qu'il y a quelque chose à inventer là aussi à terme, franchement c'est une bonne idée. Ouais, voir avec eux comment on peut imaginer quelque chose. C'est vrai qu'ils sont rapidement en dehors des radars. Bon, après, pour avoir un préado à la maison, on se rend compte aussi qu'ils vivent rapidement leur vie. Donc, et qu'on veut parfois vouloir les mettre dans des dispositifs et que l'oiseau commence à voler de ses propres ailes quand même, à partir du lycée. Et donc ce choix de CM2 au 5e, en première année en tout cas d'entrée au conseil municipal des jeunes, c'est permettre à ce que, sur la deuxième année, on retrouve des 6e, 5e, 4e, qu'il y ait une harmonie aussi, voilà, ce sont des enfants qui sont au collège, donc ils sont à peu près dans les mêmes maturités. Un enfant de CM2, ça va bien avec un enfant de 6e, ça passe avec un enfant de 5e. La deuxième année, ça ira encore mieux. Élargir, c'est prendre quelques risques, parce qu'on sait bien que entre un enfant de CM1, CM2 et un 3e, il y a un monde, quand même. Voilà, les esprits s'envolent, les corps changent, les aspirations sont plus les mêmes. Là aussi, c'est du vécu et ce choix, voilà, on l'a maturé entre guillemets pendant quelques semaines et on a souhaité s'arrêter sur cette tranche d'âge-là. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, voilà, ça ne doit pas évoluer. On va l'expérimenter pendant 2 ans, lancer une première session, et on verra comment elle va évoluer. Et là, par contre, là où la première séance sera plénière, donc la première séance plénière sera ouverte au grand public. A priori, c'était dans notre idée. La suite peut-être un peu moins, parce que justement, on ne voudrait pas les impressionner. Et le risque, c'est que justement, si on se retrouve avec un grand nombre d'adultes, que ça puisse les impressionner. On souhaite que la première séance soit aussi une séance où les familles puissent venir. On ne souhaite pas forcément qu'ils les accompagnent sur les séances suivantes. On sait bien dans les équipes pédagogiques et éducatives combien parfois il est difficile d'avoir les parents dans l'accompagnement immédiat. Voilà, vous avez bien compris ce que je voulais dire, je crois. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous répondre. Je ne sais pas si vous aviez du coup une question subsidiaire, Monsieur Mercier. Oui, merci. Merci pour vos réponses. Je repense à un sujet, notamment sur la représentativité des quartiers. C'était vraiment pas un sujet pour nous, c'était plutôt des enfants qui, d'instinct, auraient peut-être participé, mais que
voilà, un peu timide, un peu pourrait se dire ah, mais passer devant un jury, ça m'inquiète. Et donc, mais j'entends aussi qu'on est sur un lancement et qu'il y a des évolutions qui sont possibles sur des futures opérations, c'est pas le bon terme, mais futures éditions. Oui, future session, Voilà. édition. Oui. Voilà, et puis très bien s'il y a un certain nombre, on comprend aussi l'intention qui est posée et qu'il y a un certain nombre d'éléments aujourd'hui où vous n'avez pas encore les réponses parce que c'est encore en construction et en travail et il n'y a pas de difficulté. C'était plutôt voilà, faire le point s'il y avait des choses qui n'étaient pas assez claires pour nous dans le règlement mais qui étaient déjà assez explicites pour vous, d'avoir les informations, mais on sera tout à fait preneur d'une présentation du fonctionnement en conseil ou ailleurs d'ailleurs, pas nécessairement ici, mais voilà, sur le fonctionnement global. On avait effectivement du coup une question quand même, et je ne sais pas si ça s'est déjà fait ou comment ça se fait. Je sais que dans d'autres instances ça peut se faire, mais je ne sais pas si en conseil municipal ça peut se faire, parce qu'on aimerait finalement s'abstenir uniquement sur le point d'approuvement, d'approuver le règlement intérieur. Vous approuvez le principe, mais on voudrait voter pour la création parce qu'on faites une abstention sur le règlement. Et s'abstenir sur le règlement. Donc, ça me semble compliqué. Bon, écoutez, je ne mets pas d'avis défavorable. Voilà, on considère qu'au sein de la délibération, il y a une délibération 2A et une délibération 2B. Ça pourrait être ça. Donc la 2A, délibération sur le principe de la création, et 2B sur l'approbation du règlement intérieur. On vous remercie. Et donc on votera pour... Ce qui nous permettra de nous réjouir que vous votiez effectivement ce projet. Ah ben on est tout à fait satisfait de cette... Oui, juste l'ajout d'une toute petite question. Elle a le droit d'être grande, hein, même okay. d'ailleurs. Non, ça va être une toute petite question complémentaire sur la communication en amont concernant ce dispositif, parce que il y a quand même un sujet, il y a des gens qui sont plus sensibles à la question citoyenne, et ce serait intéressant d'arriver aussi à intéresser ceux qui en sont, par essence, par nature, j'en sais rien, un peu plus éloignés. Et donc, quel est le dispositif de communication pour faire connaître le dispositif, le conseil, à un maximum de personnes? Oui, c'est un sujet important, hein, et on veut vraiment, encore une fois, très clairement, aller capter le maximum de public potentiel jeune pour constituer un conseil municipal jeune le plus représentatif possible. Donc tout ça, on va l'affiner évidemment à travers les réunions de travail qui vont avoir lieu jusqu'au début, jusqu'à la fin de l'été, si l'on peut dire. Clairement, on avait imaginé de pouvoir commencer à communiquer, mais on a souhaité d'abord réserver la primeur, j'allais dire, de l'organisation au conseil municipal. On va communiquer via tous nos supports. On va profiter, évidemment, on a commencé à en parler à un certain nombre d'enseignants, donc on va aller auprès de la communauté éducative, malgré tout, hein, même si on ne retient pas des élèves par établissement scolaire, mais il faut qu'on travaille avec les enseignants. On va aller travailler avec un certain nombre d'associations aussi, auxquelles on va aller donner un certain nombre d'outils de communication qui sont en cours de préparation. Il y aura un stand spécifique au forum des associations pour aller là aussi au devant des familles. Et on sait qu'il y a quand même beaucoup de familles qui viennent au moment du forum des associations. On a déjà pu échanger avec l'ASCA et un certain nombre d'acteurs associatifs là aussi pour aller cibler et aller communiquer peut-être auprès justement vous avez raison de le dire, Monsieur Lothier, enfin auprès justement de familles qui naturellement s'engageraient pas forcément dans ce type de dispositif ou auprès desquels, en tout cas, on se doit d'aller, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est prévu. Hein. Oui, c'est prévu, quoi. Voilà. On veut vraiment à la fois réussir ce conseil municipal des jeunes, mais ça, j'ai pas d'inquiétude sur le sujet. Mais on veut encore une fois, j'insiste là-dessus, qu'il soit vraiment représentatif, quoi. Voilà. Donc c'est un point d'attention. Voilà, c'est un point d'attention. Monsieur Mignon. Donc, en ce qui concerne ce conseil, vous évoquez les tranches d'âge. Quand on parle de cette tranche d'âge, c'est celle qui correspond le plus à l'éveil, au civisme. À peu près 8 ans jusqu'à 11-12 ans.
Ensuite, 14-18 ans, c'est vrai que c'est une tranche intéressante, mais déjà, ils ont déjà un abord politique déjà un peu plus précis. Ils ont déjà des idées, soit à cause de l'environnement, des parents et ainsi de suite, donc c'est un autre domaine. Il faudrait presque 2 conseils différents. Là, c'est automatiquement mis à part, et en général, à ce niveau-là, ils ont guère besoin de nous pour se faire une idée bien précise. Donc cette tranche-là est tout à fait adéquate. Et vous évoquiez aussi la possibilité pour certains de ne pas oser par timidité. Et c'est vrai que c'est un point relativement important à cet âge-là. Et justement, le fait de cette sélection en douceur, certains d'entre vous ont été peut-être à même de faire passer des concours, des trucs comme ça, pour des jeunes adultes ou des adolescents encore. Et il y a une façon de les aborder qui fait que même s'ils ont tendance à être un petit peu introvertis, ça leur permet peut-être de s'exprimer. Et dans un premier temps, d'être sélectionnés. C'est pas pour ça que dès le lendemain, c'est eux qui prendront la parole devant leur groupe pour dire voilà ce que j'envisage et ainsi de suite. Mais ça permet à ces jeunes-là justement de se développer. Parce que souvent, ils ont des idées, mais ne savent pas les exprimer et surtout de la façon de les exprimer. D'où j'en reviens à cette tranche d'âge qui me paraît, surtout dans un premier temps, rien ne nous empêche après d'élargir, mais dans un premier temps, de faire ces premiers pas dans cette sphère. C'est le plus important. Et c'est vrai que la diversité, il faut que ça soit ouvert à tous, bien entendu. Et je pense que la plupart des gens qui seront là pour entourer, pour sélectionner, entre guillemets, je n'aime pas le mot sélection dans ces cas-là, hein, parce que c'est vrai, vous avez regardé dans les cours d'école, il y a toujours des leaders. Hein, et souvent, on les retrouve comme délégués de classe. Mais pas tout le temps. Vous avez des délégués de classe, ce n'est pas nécessairement le petit caïd du coin. C'est celui qui a été remarqué par ses amis, ses copains, comme étant celui qui raisonnait le plus raisonnable, celui qui avait des idées. Et c'est dans cette optique-là que l'on voit ce conseil municipal des jeunes. Voilà. Merci, Monsieur Mignon. Monsieur Mercier. Non, mais ce qui est intéressant dans les échanges, c'est que peut-être que dans 1 an et demi, quand on aura eu une première phase d'expérimentation, il sera intéressant aussi d'interroger ces jeunes qui seraient sur la fin de leur parcours au sein du CMJ pour savoir ce qu'ils aimeraient avoir comme suite. Enfin, on pourrait imaginer 2 groupes distincts avec des fonctionnements différents et avec des temps de travail différents. Enfin, je ne dis pas qu'il faut absolument qu'il y ait une suite. Mais s'il y a un retour d'expérience, il devra se faire avec eux, quoi. Voilà, c'est ça. Et de se dire, est-ce qu'il y a aussi, parce que même si c'est des gens, plus des jeunes ados qui sont un peu plus formés, qui ont un peu plus d'idées, etc., c'est tout aussi intéressant de les amener à la chose publique, de les amener à la manière dont on peut s'engager dans la ville, dans la vie, et que pour s'exprimer, il y a un certain nombre de moyens, et on voit aussi des fois certaines difficultés pour certains jeunes ou certaines personnes de s'exprimer et de le faire de la mauvaise manière, et donc voilà, de pouvoir continuer à donner les outils finalement de la méthodologie de projet, de la discussion, de l'échange. On sait aussi que vous parlez. Alors moi, j'ai pas d'enfants en préado, mais je sais aussi, pour avoir travaillé avec un certain nombre de jeunes, que à cet âge-là, on se rebelle, on a un peu du mal à des fois à échanger. Donc, avoir aussi un espace en dehors de la famille ou des espaces habituels pour pouvoir se confronter à l'autre, poser dans un débat ses idées, mais accepter aussi les idées des autres et voir comment on construit ensemble, c'est tout aussi important. Mais effectivement, ce n'est pas tout à fait les mêmes objectifs que ceux qui nous sont présentés là pour la tranche d'âge qui nous est présentée là. Très bien. Célia, oui. Berger. C'est juste qu'effectivement, pendant nos réflexions, on avait envisagé, par exemple, que les anciens, enfin en tout cas que la première vague du CMJ puisse après parrainer la session numéro 2. Enfin, en tout cas, tout ça reste à construire, mais on est totalement à l'écoute de ce que vous pourrez proposer, de ce qu'on pourra construire tout ensemble. On expérimente, on se lance, on a très envie d'accompagner ces jeunes et voilà, de réussir cette belle aventure. On va commander des écharpes, voilà, et comme ça ils pourront
Non, alors non, c'est pas pour vous équiper pour l'été, hein, rassurez-vous. Mais voilà, je reste sur les jeunes conseillers municipaux, donc à la désignation d'un maire, adjoint, etc. Ils seront ceinturés d'une écharpe comme le peuvent l'être les élus, quoi. Voilà. Donc voilà. Bon, écoutez, si vous en êtes d'accord, je vais vous proposer de passer au vote. Donc vote sur un projet de délibération 2A portant sur la création du Conseil municipal des jeunes de Saint-Jean-de-Bray. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc vote à l'unanimité. Et délibération 2B portant approbation du règlement intérieur. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc très bien, 5 voix. Nous vous remercions. Sur la 2B. Hein. Projet de délibération numéro 3, Madame Berger, la convention pour un projet intergénérationnel entre l'établissement Les Écureuils et le service Petite Enfance. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, la délibération qui vous est proposée aujourd'hui concerne la signature d'une convention avec le CHU d'Orléans afin de poursuivre le partenariat entre notre service Petite Enfance et l'EHPAD Les Écureuils. Ce partenariat s'inscrit dans un projet intergénérationnel qui réunit régulièrement les jeunes enfants accueillis dans nos structures Petites Enfances et les résidents de cet EHPAD des Écureuils. L'objectif est simple, créer des temps de rencontre entre les générations à travers des activités adaptées comme la lecture, les comptines, les ateliers créatifs, le jardinage ou encore les jeux. Derrière ces activités, il y a surtout l'envie de favoriser les échanges, la curiosité, le partage et la transmission entre les plus jeunes et leurs aînés. Les premiers résultats sont très encourageants. Cette année, la démarche portée par nos services a permis l'organisation de 18 rencontres et la participation de 56 enfants en partenariat avec l'EHPAD Les Écureuils, l'EHPAD Le Saintier et le foyer Chavanneau. Les retours des professionnels montrent que ces moments sont attendus et appréciés, aussi bien par les enfants que par les résidents. La convention que nous vous proposons aujourd'hui permettra de donner un cadre pérenne à ce partenariat avec l'EHPAD des Écureuils et de poursuivre cette dynamique dans les années à venir. Elle s'inscrit également dans une démarche plus large visant à poursuivre les partenariats avec le foyer Chavanneau et l'établissement Le Saintier, dont la convention vous sera présentée sur le prochain conseil municipal. Je vous invite donc à approuver cette convention. Très bien, merci Madame Berger. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Bazungoula. Merci Monsieur le maire. Juste pour indiquer que nous allons voter favorablement cette délibération et pour rappeler que c'est un travail qui a été initié depuis plus d'1 an maintenant et que moi je voulais remercier en particulier le service Petite Enfance que l'on ne met pas souvent en avant et qui a beaucoup œuvré pour la mise en œuvre de cette convention, mais aussi les accueils de loisirs qui sont associés. Et donc, nous voterons favorablement cette délibération. Très bien, merci. Monsieur Lautier. On va la voter aussi, évidemment, parce que c'est une excellente délibération. Et puis souligner quand même aussi toutes les initiatives qui sont prises par la ville vis-à-vis de l'EHPAD des Écureuils et de nos aînés plus globalement. Il y avait au budget participatif aussi un projet et l'EHPAD des Écureuils fait vraiment un très gros travail avec ses résidents. La personne qui est en charge de l'animation se démène avec des budgets qui sont de plus en plus contraints dans le monde hospitalier là aussi. Et voilà, je pense que c'est à souligner. Il y a vraiment une volonté d'accompagner nos seniors et c'est positif. Très bien, et c'est tellement important. Merci. Écoutez, je vous propose de passer au vote, si vous en êtes d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité, nous vous remercions. Projet de délibération numéro 4, Monsieur Mignon, l'adhésion 2026, oui, à l'association Topos, l'agence d'urbanisme des territoires de l'Orléanais. L'agence d'urbanisme a été créée par la volonté des acteurs locaux dans l'objectif d'harmonisation des politiques urbaines et de cohérence des projets de ses membres. Elle a pour objet l'observation de leur territoire commun ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre dans un cadre partenarial de programmes d'études et d'actions d'urbanisme et de développement local.
Son périmètre d'intervention préférentiel s'étend principalement sur les territoires de l'Orléanais et limitrophes. L'association a vocation à intervenir plus particulièrement dans les domaines suivants et à titre non exhaustif: l'aménagement des territoires, l'urbanisme et la planification, l'habitat et le logement, le développement économique et l'emploi, les mobilités, l'architecture, le patrimoine culturel, le paysage, l'environnement, les espaces naturels et la biodiversité, la transition écologique et énergétique, de façon générale des domaines associés à l'aménagement des territoires. La connaissance des territoires et des modes de vie, l'analyse et la compréhension des évolutions sont des préalables indispensables pour mesurer l'impact des décisions passées et préparer les choix futurs en matière d'aménagement. C'est pourquoi l'observation et la prospective sont des missions fondamentales de l'agence d'urbanisme. La ville de Saint-Jean-de-Bray peut s'appuyer sur les pratiques de l'agence pour connaître son propre environnement urbain, mais aussi comprendre dans quel territoire elle s'intègre et les relations socio-économiques qui en découlent. Ceci étant exposé, vu le Code général des collectivités territoriales, après avis favorable de la commission compétente, il est proposé au conseil municipal d'adhérer à Topos, agence d'urbanisme des territoires de l'Orléanais, pour l'année 2026, de verser la somme de 500 € correspondant au montant de la cotisation due pour l'année 2026. La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de ville, numéro d'engagement 26 22 000 94. Très bien, merci Monsieur Mignon. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Mercier. Ah oui, les micros fatiguent, hein, oui, c'est... Oui. Non, c'est juste une... Oui. Pardon. Une explication de vote sur cette délibération et jusqu'à la 11e, on votera pour. C'est des choses qu'on faisait déjà et qui nous semblent... voilà, et donc on votera l'ensemble des adhésions que vous allez nous présenter. Très bien, oui, l'ensemble des adhésions portent, je réponds de manière un peu globale, mais portent sur des dispositifs en fait qui servent à la fois à la ville et aussi à nos agents dans le fonctionnement quotidien de leur mission. Enfin, voilà. Donc, Monsieur Lothier. Explication de vote et comme ça on ira vite. Voilà. Très bien, parfait, ça nous va bien. Très bien. Justement, donc on va passer au vote. Donc adhésion à Topos. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, nous vous remercions. Projet de délibération numéro 5, toujours Monsieur Mignon, l'adhésion 2026 au CAUE, et le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Loiret. Créé en 1980, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Loiret, CAUE 45, a pour mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Le CAUE 45 met à la disposition des communes membres une équipe pluridisciplinaire pouvant conseiller et orienter les communes sur leurs réflexions et leurs projets en matière d'aménagement, d'urbanisme, de paysage et de transformation ou construction des bâtiments publics. Les projets peuvent porter sur l'élaboration d'études et de documents d'urbanisme, de restructuration ou la création de nouveaux quartiers et bâtiments, de réhabilitation d'espaces et de bâtiments publics, la mise en valeur paysagère d'espaces urbanisés et d'espaces naturels. Le montant de la cotisation est lié au nombre d'habitants de la commune adhérente. Pour l'année 2026, il s'élèverait à la somme de 1 531 € pour la ville de Saint-Jean-de-Bray. Ceci étant exposé, vu le Code général des collectivités territoriales, après avis favorable de la commission compétente, il est proposé au conseil municipal d'adhérer au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Loiret pour l'année 2026, de verser la somme de 1 531 € correspondant au montant de la cotisation due pour l'année 2026. La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la ville, numéro d'engagement 26 22 000 88. Très bien, merci Monsieur Mignon. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Très bien, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Je vais présenter les délibérations suivantes qui devaient être présentées par Monsieur Robin. Comment? Ah oui, Madame Berger va... Non, tu restes là, c'est ça, il ne prendra pas part au vote. Voilà. Donc délibération 6, adhésion 2026 à Tourisme Loiret, donc qui était l'agence départementale
développement et de réservation touristique qui fait un travail très important pour la valorisation de nos pépites touristiques loiretaines et qui contribue à développer toutes les initiatives qui concernent évidemment toute la frange touristique. On vous propose d'adhérer, donc renouveler l'adhésion à Tourisme Loiret pour une somme de 10 €, voilà, pour l'année 2026. L'occasion de marquer effectivement tout notre engagement et toutes nos contributions à la destination Loiret, et on y contribue d'une manière évidemment forte et importante au regard des atouts qui sont les nôtres. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Très bien, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. L'unanimité des votants. Projet de délibération numéro 7, là aussi une adhésion donc, à l'Association pour la coopération des professionnels de l'information musicale qui est importante en fait pour nos équipes de la médiathèque qui utilisent ces ressources et qui profitent notamment d'un colloque chaque année pour aller, j'allais dire, s'enquérir de nouvelles pratiques, élargir leurs horizons et donc une adhésion, tout ça pour une adhésion à 80 €, mais qui est encore une fois fort utile pour les équipes. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Non, je proposais de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, adopté à l'unanimité. Délibération 8, l'adhésion 2026 au Centre de recherche et d'information sur la littérature pour la jeunesse. Là aussi, c'est un dispositif. L'adhésion permet en fait d'accéder à plusieurs ressources, plusieurs supports à destination de nos agents de la médiathèque qui font, je dois le rappeler, un travail formidable tout au long de l'année pour attirer un public dans un univers du livre dont on sait combien il est parfois difficile. Voilà. Et donc là, on vous propose cette adhésion pour un montant de 30 € pour l'année 2026. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Très bien, je proposais de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité, nous vous remercions. Projet de délibération 9, cette fois-ci une adhésion 2026 à la Fondation du patrimoine. Est-ce qu'il y a besoin de présenter la Fondation du patrimoine, association reconnue d'utilité publique depuis 1997 et qui accompagne les collectivités, qui accompagne les acteurs du patrimoine en France dans l'ensemble des départements pour à la fois identifier les édifices qui nécessitent en fait une rénovation, je dirais plutôt une restauration et qui va dans un accompagnement jusque l'accompagnement financier. Voilà. Et pour être totalement transparent, nous avons une visite. Nous recevrons prochainement les responsables justement de la Fondation du patrimoine pour imaginer de travailler à terme sur la restauration de la chapelle de la Pomme de Pin. Voilà. Donc nous proposons d'adhérer à la Fondation, cette adhésion 2026 à la Fondation du patrimoine pour un montant de 1 000 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Très bien, je proposais de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Projet de délibération 10, la demande de subvention auprès de la région Centre-Val de Loire dans le cadre du dispositif Pacte, donc Pacte pour projet artistique et culturel de territoire. Là encore, un dispositif qui s'inscrit, enfin que la ville inscrit, en tout cas, utilise dans le cadre de sa saison culturelle, voilà, et au titre de la programmation 2026, qui est portée conjointement avec la commune de Semois, donc une subvention d'un montant de 32 000 € sollicitée auprès de la région Centre-Val de Loire. Et donc on vous propose de solliciter auprès de la région cette subvention et de préciser que la répartition de cette aide entre les deux communes sera effectuée conformément aux dispositions de la convention de partenariat en vigueur. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Non, je vous remercie. On proposait de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, nous vous remercions. Je vais donner la parole à Monsieur Litière, donc pour l'adhésion 2026 à l'association RMNA, ça permet d'articuler, Réseau national des maisons des associations. Monsieur Litière. Merci Monsieur le maire. Alors le Réseau national des maisons des associations qui regroupe des organismes ayant pour mission le développement de la vie associative locale. Cet organisme a pour but de favoriser les échanges et les réseaux afin d'humaniser l'essor local. Il accompagne les maisons des associations et dispense des conseils et formations au bénéfice des associations et de collectivités.
Le montant de l'adhésion pour notre commune s'élève à 500 € au titre de l'année 2026. Donc il est proposé au conseil municipal d'adhérer au réseau national des maisons des associations pour l'année 2026 et de verser la somme de 500 € au titre de la cotisation due pour l'année 2026. Très bien, merci Monsieur Litière. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Très bien, je proposais de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Nous vous remercions. Sujet important. Également, enfin, ils sont tous importants, mais il y en a quelques-uns qui le sont parfois peut-être plus que d'autres dans nos quartiers. Voilà l'appel à projet Faisons vivre le sport dans les quartiers 2026-2027. Monsieur Litière, à nouveau. Merci Monsieur le maire. Pour la 3e année consécutive, la ville de Saint-Jean-de-Bray a été lauréate à l'appel de projet Faisons vivre le sport dans les quartiers. Seules 5 collectivités sont lauréates au niveau régional, donc 2 dans le Loiret, Saint-Jean-de-Bray et Montargis. Ce dispositif s'inscrit pleinement dans la politique sportive de la ville, qui a pour objectif de favoriser l'accès au sport et à l'activité physique de toutes les Abrésiennes et Abrésiens. Faisons vivre le sport dans les quartiers vise à favoriser la pratique sportive pour les habitants des quartiers politiques de la ville. L'opération a pour objectif l'organisation d'au moins 2 séances hebdomadaires de sport à destination des habitants du quartier du Pont-Bordeaux, en privilégiant le public féminin. La collectivité porte le pilotage du dispositif et sollicite des partenaires associatifs. Ces derniers bénéficient d'un financement pour cette mise en œuvre à hauteur de 2 000 € par créneau pour une saison de septembre à juin. En 2025-2026, 3 créneaux hebdomadaires ont été mis en place avec le concours du comité départemental du cyclisme, l'ASCA, l'ASMOC Karaté et l'ASMOC Tennis et Sakapov Escalade. Pour 2026-2027, la direction des sports a travaillé sur le déploiement à nouveau de 3 créneaux par semaine, un créneau dédié au public féminin, de découverte de plusieurs pratiques sportives en partageant la saison en 3 périodes, donc sport d'équipe et de ballon avec les deux éducateurs sportifs de la ville, le tennis qui a été particulièrement plébiscité en 2025-2026 en partenariat avec la SMOC Tennis, un créneau de pratique du volley et un créneau sera animé par le CD45 cyclisme pour l'apprentissage et le renforcement du vélo pour le public enfant. La saison sera donc répartie suivant, donc le cyclisme du 14 septembre au 28 juin, le volley du 14 septembre au 28 juin, soit 33 créneaux. Ensuite, le basket, découverte, tennis, badminton seront du 14 septembre au 14 décembre. Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents de partenariat qui permettront la mise en œuvre de l'appel à projet Faisons vivre le sport dans les quartiers saison 2026-2027. Merci, Monsieur Litière. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Mercier. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, effectivement, c'est un dispositif important, vous l'avez dit, Monsieur Litière, qui permet la pratique de l'activité physique et on voulait insister vraiment sur ce point. C'est un outil, on espère, qui perdurera aussi dans le temps, cet appel à projet, parce que finalement, il permet la pratique du sport, et la pratique du sport, c'est un outil d'émancipation, c'est un outil pour vivre en bonne santé, que ce soit physique mais aussi mental. C'est un outil qui encourage le lien social, c'est un outil qui permet la prise de confiance en soi pour un certain nombre de personnes, et donc encourager la pratique du sport, on peut être que favorable, évidemment, on votera pour cette délibération. Très bien, merci Monsieur Mercier. Monsieur Warab. Merci Monsieur le maire. Merci Monsieur le maire. Effectivement, je vais dans le même sens que Monsieur Mercier. C'est une très bonne initiative et là, en l'occurrence, ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est qu'il n'y a pas que des initiatives qui sont faites au sein même du quartier du Pont-Bordeaux, c'est-à-dire qu'il y a des activités qui sont proposées à la SMOC Tennis, donc ça veut dire que les populations sortent également du quartier, donc forcément on soutient cette initiative. Voilà. Très bien, écoutez, je vous en remercie. Effectivement, ce que vous venez de dire est essentiel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tout se passe dans un quartier, il faut aussi sortir de ce quartier, et c'est vrai qu'il y a ces 2 chiffres qui sont notés dans la délibération qui sont essentiels, hein, de voir que les publics qui ont pu être à un moment donné concernés représentaient moins de 3% des licences sportives
contre 6% de la population globale. Alors, ça montre bien l'essentiel, enfin la cible et l'importance d'aller les capter, et le taux de féminisation qui est également plus faible qu'ailleurs. Donc il faut travailler sur ces enjeux-là. Très bien. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Nous vous en remercions. Nous allons passer à la 13e délibération. Demande de subvention volet 3 du département et fonds vert, réhabilitation du doublet de géothermie de la piscine Aubrézy par Monsieur Tranois. Merci Monsieur le maire. Donc, la piscine municipale a ouvert en mars 2016 et elle prévoyait à l'origine un système de chauffage principalement alimenté par une pompe à chaleur géothermique. Mais malheureusement, depuis environ 10 ans, cette pompe à chaleur est à l'arrêt et l'alimentation de la piscine se fait par des chaudières gaz qui étaient prévues initialement comme un système d'appoint. Donc, à partir de ce diagnostic, il y a une étude qui a été faite à partir de 2021 et dont les conclusions ont été rendues en février 2024 par le BRGM pour identifier la possibilité de revoir cette géothermie à condition de réaliser des forages neufs dont la profondeur serait revue pour permettre à cette solution technique de fonctionner. En réalisant cette opération, qui est estimée à 650 000 € TTC, on aurait dans ces estimations un retour sur investissement de 12 ans, mais ce retour sur investissement diminue dès lors que nous arrivons à faire subventionner un projet de ce type. Et donc c'est l'objet de la présente délibération de regarder avant tout si nous pouvons bénéficier d'un certain nombre de financements extérieurs. Et donc nous vous proposons de solliciter à la fois l'État via le fonds vert pour un montant de 134 350 €, c'est-à-dire 20,7% du coût total estimé, et de solliciter le département du Loiret via le dispositif qu'on appelle le volet 3, à hauteur de 16,5% du coût total du projet, soit 107 498 €, étant entendu que ces objectifs de performance énergétique rejoignent non seulement nos aspirations, mais aussi celles de ses partenaires, que sont l'État et le département. Donc l'objectif, ce serait d'aller jusqu'à diminuer les dépenses de gaz de 59% et les dépenses d'électricité de 76%. Il est évident qu'on n'ira pas sur un tel projet d'une telle ampleur si on n'a pas un minimum de garantie en termes de financement. C'est un principe de bonne gestion que nous souhaitons nous appliquer pour des projets d'une telle ampleur. Merci, Monsieur Tranois. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Lothier et Monsieur Fradin. Oui, petite question sur le montant de la facture gaz annuelle, parce que vous évoquez le potentiel d'économie en pourcentage, mais juste pour avoir une idée du taux de retour sur investissement, si on devait le porter nous-mêmes. Monsieur Tranois. Alors on sait qu'on est par ailleurs en plein renouvellement de notre marché de gaz, qu'il pourrait y avoir de fortes oscillations. Ça se chiffre en centaines de milliers d'euros sur un équipement d'une telle ampleur. Donc, je pourrais vous revenir vers vous pour vous donner la consommation précise sur la dernière année, par exemple, si ça vous convient. Très bien. Très bien. Monsieur Fradin. Oui, donc comme l'a précisé Monsieur Tranois, donc les premiers dysfonctionnements sont apparus dans les mois qui ont suivi l'ouverture de l'Aubrézy. Entre-temps, il y avait eu quand même au niveau de la maîtrise d'œuvre une étude technico-économique aussi qui avait été réalisée. Et puis en 2021, donc avec, comme vous l'avez précisé, avec le BRGM, donc la ville s'était inscrite dans un suivi avec d'autres collectivités qui s'appelaient Agrégas et qui préconisaient deux solutions. Il n'y en avait pas qu'une. Il y en avait deux. Il y avait soit le raccordement à l'école Anne-Franck, qui est équipée de géothermie aussi,
mais le risque était trop important parce qu'il risquait de déséquilibrer du coup l'école Anne-Franck, et la solution qui était plutôt favorable, c'était plutôt la création d'un autre doublé géothermique sur le site. Ensuite, en 2024, donc il y a eu une étude d'un hydrogéologue, donc voilà, pour définir dans quelle nappe aussi, à quelle profondeur il fallait faire ces forages, puisque pour rappeler, les forages qui avaient été utilisés à l'origine, c'était le forage pour arroser le terrain de foot. Donc c'était pas adapté. Donc du coup là, et puis c'était pas la bonne nappe. Donc du coup il fallait créer des forages à 80 mètres de profondeur dans la nappe d'Étampes et pas dans la nappe de Beauce. Voilà. Parce qu'on avait au niveau du forage qui a été mis en service en 2016 avec la piscine, une précipitation du fer. Il y avait trop de fer dans la nappe et du coup ça a bouché les tuyaux. Donc voilà. Donc ma question est la suivante, en sachant que voilà, l'étude hydrogéologique a eu lieu entre mai et novembre 2025. Donc on a eu les conclusions de l'hydrogéologue et les travaux étaient prévus dès le démarrage des travaux du Petit Bois. Donc savoir ce qu'il en était au niveau de ces travaux de géothermie. Monsieur Tranois. Comme je le disais, on n'ira pas plus loin sur des investissements massifs dès lors qu'on n'a pas la certitude que le reste à charge pour la ville est raisonnable. Et c'est le principe qu'on souhaitera s'appliquer à tous les projets d'investissement qu'on soumettra au vote, budget après budget. On va déjà s'assurer des concours financiers, quoi, pour le dire voilà, autrement. Monsieur Fradin. Donc vous parlez de concours raisonnable. C'est quoi raisonnable, du coup, pour vous? C'est du raisonné. Je dirais que raisonnable, c'est quand ça permet de tenir un équilibre financier correct, ce qui ne va pas être simple compte tenu du peu de marge de manœuvre que vous nous avez laissé, mais qui nécessitera des efforts pour que les usagers ne soient pas pénalisés par ces marges de manœuvre financières très contraintes. Bon, on va essayer d'objectiver les choses, en tout cas, voilà, pour que ça soit le plus raisonné possible. Très bien, merci Monsieur Tranois. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention, Monsieur Lottier? Je ne vais pas rentrer dans le combat, voilà, mais juste. Droit, non, j'observe, c'est toujours. Il faut toujours un arbitre dans les bonnes parties. Allez, on va se lancer. Je pense que la question de ce que représentent les 59 ou 69% que vous évoquiez d'économie sur la ressource en gaz, faut vraiment la regarder parce que même sans concours raisonnable, entre guillemets, si l'opération permet de faire des économies qui font qu'en 2 à 3 ans, on a rentabilisé l'investissement, voilà, si on est en centaines de milliers d'euros de potentiel d'économie, moi je vois une dépense à 400-500 000, je me dis que ça peut aller assez vite finalement. Donc faut voir le nombre de centaines de milliers d'euros, on va dire, pour pouvoir l'évaluer. Mais au-delà de la question, alors on ne peut pas envisager d'avoir zéro de concours de l'État ou du département sur ce genre de sujet. Je pense que évidemment qu'il y aura quelque chose, mais la question du temps de retour sur investissement, à mon avis, est peut-être même encore plus cruciale que celle du concours raisonnable. Sur des sujets évidemment qu'on regarde avec la plus grande attention et on peut imaginer que dans les prochaines années, le prix du gaz n'aille pas
n'ira pas en diminuant. Donc, l'avantage de la géothermie, c'est que ça nous permet aussi de garantir notre dépendance, j'allais dire, sujet de dépendance-indépendance énergétique. Voilà, et de se garantir des fonctionnements pérennes, quels que soient les conflits ou les problèmes géopolitiques qui nous dépassent. Quoi. Voilà, donc c'est essentiel. Ouais. Très bien. Monsieur Fradin. C'est la dernière intervention. J'ai retrouvé des documents et la diminution de la consommation d'énergie, d'après l'étude de l'hydrogéologue, diminuerait de 59%, puisque au niveau de la facture de gaz pour la piscine, sur une année complète, la dernière année qui avait été prise en compte, c'était 2024, on passait de plus de 76 000 euros de gaz à 31 000. Et au niveau de l'électricité, on passerait de 184 000 à 43 000. Voilà. Ouais, merci de ces précisions, M. Fradin. C'est toujours intéressant d'avoir, évidemment, voilà, les éléments chiffrés du passé et puis, j'allais dire, les rappels historiques que vous avez pu faire. On voit bien voilà, à quel point on peut rapidement effectivement avoir quelques retours sur investissement. Il faut après aussi mettre dans tout ça l'amortissement, évidemment, des travaux. Quoi. Voilà, donc... Très bien, merci à vous. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Nous vous remercions. Délibération adoptée à l'unanimité. Projet de délibération 14, la désignation de 2 représentants de la commune au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT. Monsieur Tranois. Merci, monsieur le maire. Alors, comme vous le savez, par une délibération en date du 26 novembre 2020, le Conseil métropolitain s'était prononcé sur les principes de composition de ce qu'on appelle la CLECT, c'est-à-dire la Commission locale d'évaluation des charges transférées, qui a pour but d'évaluer le poids financier des compétences transférées par la ville, comme toutes les autres villes membres de la métropole, à cette métropole. Et on pense à différentes compétences très structurantes, comme la voirie. Pour composer cette commission, qui a pour but de proposer une méthode, ensuite entérinée par les conseils municipaux, eh bien, il y a une répartition des membres en fonction des communes. Donc 5 membres pour la commune d'Orléans, 2 membres pour les communes de plus de 15 000 habitants et 1 membre pour les autres communes. L'objectif de cette délibération est donc de désigner 2 représentants pour la ville de Saint-Jean-de-Bray. Donc, il vous est proposé, au regard du renouvellement des conseils municipaux et métropolitains, de procéder à cette désignation et nous vous proposons de procéder au vote à main levée, en sachant que les 2 représentants que nous vous proposons pour la ville seraient M. Mignon et moi-même. Très bien, merci M. Tranois. Est-ce qu'il y a des questions, M. Mercier? Attends, une question, juste on s'abstiendra comme on l'a fait à chaque fois et comme on le fera toujours sur les désignations qui vous concernent. Okay, très bien. Merci pour ces précisions. Oui, même précision, évidemment, c'est vos désignations, donc on vous laisse les faire. Bien noté. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 7 abstentions. Délibération adoptée. Nous vous remercions. Projet de délibération 15, la désignation des membres de la commission intercommunale des impôts directs, la CIID, la C2ID. Monsieur Tranois. Merci, monsieur le maire. Vous l'avez très bien prononcé. Il ne faut effectivement pas la confondre avec la CCID, la commission communale des impôts directs, pour laquelle nous avions proposé il y a quelques semaines une liste de représentants. Nous n'avons d'ailleurs pas encore eu le courrier de désignation définitive de ces représentants. Mais dès à présent, il convient également de proposer à l'administration fiscale des membres des Abrésiens qui pourraient participer donc à la CIID
composé de 11 membres, le président de l'EPCI, donc Orléans Métropole, et 10 commissaires. Donc ce sont les mêmes conditions d'éligibilité que pour la CCID, donc avoir au moins 18 ans, jouir de ses droits civils, être inscrit au rôle des impositions directes, c'est-à-dire être contribuable, et être familiarisé avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux de la commission. Donc c'est une commission qui, elle, s'intéressera davantage à la fiscalité économique et donc aux locaux industriels et notamment aux coefficients de localisation qui permettent indirectement de déterminer la fiscalité qui s'applique aux entreprises. Donc pour cette désignation, il nous faut proposer 2 titulaires et 2 suppléants. Il manque un petit L au mot de suppléant dans le projet de délibération. Et donc nous vous proposons les noms suivants. Madame Myriam Rimbaud et Monsieur Claude Rose comme titulaires, ainsi que Monsieur Jacques Chevalier et Madame Rosemonde Merlin comme suppléants. Et donc nous vous proposons là aussi un vote à main levée. Très bien, merci Monsieur Tranois. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Les positions de vote ont été énoncées tout à l'heure. Très bien. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 7 abstentions. Délibération adoptée. Nous vous remercions. Projet de délibération 16. La modification du tableau des emplois. Depuis notre installation, nous avons pu prendre connaissance, évidemment, et nous accommoder et observer le fonctionnement de notre collectivité et de son administration. Et nous avons fait le choix, j'ai fait le choix, dans la perspective du recrutement d'un futur directeur général des services, futur directeur général des services qui prendra ses fonctions le 24 août prochain, de lui confier, puisqu'il a une compétence particulière dans ce domaine, le pilotage et la coordination des directions ressources. Nous vous proposons donc de supprimer, certains échelons hiérarchiques et notamment de renforcer les équipes de terrain. Ce sujet a été évoqué en comité social territorial avec une adoption à l'unanimité en faveur de cette proposition dans sa séance qui s'est tenue cet après-midi et visant à la suppression de l'emploi de directeur général délégué aux ressources. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Lothier. Oui, alors, en temps normal, sur ce genre de délibération, on aurait pu prendre le même positionnement et dire c'est votre organisation, c'est votre responsabilité, vous faites comme vous voulez. On va aller plus loin et on va voter cette délibération. Pourquoi? La première raison, c'est que dans notre programme, dans ce qu'on avait proposé lors des élections, on avait dit que nous-mêmes, on ferait des efforts sur l'équipe de direction générale et sur l'équipe du cabinet, puisque on avait à peu près conscience de la difficulté financière face à laquelle la commune allait se trouver, et on avait trouvé que l'exemplarité sur les postes qui sont à la main de l'autorité territoriale, il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'équipe de direction générale et le cabinet. Donc on trouvait que c'était important, quand on allait demander des efforts dans les services, d'être exemplaire sur le sujet. Donc au regard de l'augmentation de la masse salariale qui a encore été constatée sur le compte administratif, le CFU 2025, et de nos engagements passés, nous ne pouvons que voter positivement cette délibération. Très bien, merci Monsieur Lothier. Monsieur Mercier. Nous, à l'inverse, comme on l'a exprimé en commission 5, on considère que ça vous appartient de l'organisation de la direction générale. Évidemment qu'on sera attentif si un jour vous nous dites on a besoin de 12 personnes, peut-être qu'on viendra s'exprimer de manière différente. Je sais que ce n'est pas le cas. Mais voilà, donc on s'abstiendra et on vous laisse organiser votre direction générale. Très bien, merci Monsieur Mercier. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? Donc 5 abstentions. Délibération adoptée. Je vous propose de prendre acte de l'état des décisions. Voilà, je n'ai pas d'observation particulière, très bien. Je propose de passer à la question orale de M. Mercier. Je serai amené à faire un certain nombre d'interventions à l'issue. Merci, monsieur le maire. Alors, une question, on a appris par un article publié dans La République du Centre que 93 docteurs juniors en médecine générale seraient accueillis en région, Centre Val-de-Loire, à compter de novembre 2026. On le savait déjà, mais on n'avait pas forcément le chiffre, et 24 dans le Loiret. Alors, on est très attentif à la situation de l'accès aux soins sur notre commune. Nous avons précédemment beaucoup investi pour permettre aux habitantes et aux habitants de se soigner, l'ouverture du centre régional de santé, le combat pour faire reconnaître notre territoire en ZIP, l'installation de la cabine de téléconsultation, la mise en place de leviers facilitant l'installation de professionnels, comme la gratuité des 6 premiers mois de loyer à la MSP ou encore la mise à disposition d'un logement pour les internes en stage. L'accès aux soins est un enjeu majeur. Cette réforme représente une véritable opportunité pour les habitantes et les habitants qui peinent aujourd'hui à trouver un médecin. Cependant, cet article de La République du Centre fait aussi état de fortes inquiétudes exprimées aussi bien par les représentants des médecins généralistes que des internes et des universitaires concernant les modalités de répartition retenues par l'Agence régionale de santé. Selon eux, cette répartition aurait été décidée de manière unilatérale contre les propositions formulées par la commission réunissant les différents acteurs que je viens de citer. Ils alertent sur des conséquences possibles en matière de qualité de formation, de supervision de ces futurs médecins et à terme de l'installation sur nos territoires. À partir de juillet 2025, on avait engagé un travail avec les professionnels de santé de la MSP pour anticiper l'arrivée de ces docs juniors. Plusieurs médecins sont maîtres de stage et étaient volontaires pour les accueillir. Il était question d'accueillir au moins 2 docs juniors dans un premier temps. Toutefois, nous étions tous confrontés à un manque d'informations, aussi bien les médecins que la ville, sur les modalités concrètes de cet accueil. Donc, première question, après ces annonces de l'ARS, savez-vous combien de docs juniors pourront effectivement être accueillis sur notre commune à partir de novembre prochain? Disposez-vous désormais d'informations sur les modalités d'accueil et le déploiement de cette réforme sur notre territoire? Nous avions également engagé une réflexion sur les conditions matérielles d'accueil, les besoins de financement et les dispositifs que la ville pourrait mettre en place pour faciliter leur installation temporaire. Nous avancions notamment sur la possibilité de mettre gratuitement les locaux à leur disposition. Pouvez-vous nous indiquer si vous et les médecins avez désormais obtenu les informations pour poursuivre ce travail? Les questions relatives au financement et aux conditions d'accueil ont-elles avancé? La ville a-t-elle déjà pris des engagements ou arrêté des dispositifs pour accompagner cet accueil de ces futurs docs juniors qui nous paraît nécessaire sur le territoire? Madame Galeotti. Merci, monsieur le maire. Je voudrais d'abord rappeler une avancée importante. Depuis le mois de juin, le Centre régional de santé accueille un nouveau médecin généraliste. Cette arrivée a été rendue possible grâce à un partenariat fort de la ville, entre la ville et le CCAS et notre partenaire, le Centre régional de santé. C'est une première étape concrète pour améliorer l'accès aux soins sur notre commune. En revanche, sur la zone ZIP du Pont-Bordeaux, aucune nouvelle installation de médecins n'a été enregistrée depuis l'ouverture de cette partie de la commune en ZIP. Et nous devons donc poursuivre nos efforts. Je souhaite également être transparente sur la cabine de téléconsultation. Force est de constater que ce dispositif n'a pas rencontré le succès attendu. Le nombre de consultations reste très faible, principalement en raison d'un manque de visibilité. Nous en tirons les enseignements pour concentrer nos moyens sur des solutions plus efficaces et retravailler en tout cas son utilisation. Concernant la maison de santé, les leviers dont nous disposons aujourd'hui sont limités. La plupart des dispositifs existants ont déjà été mobilisés. Et pourtant, chacun le sait, l'accès aux soins est une urgence pour nos habitants aujourd'hui comme demain. Nous avons des perspectives d'arrivée de docs juniors, 2, normalement, mais elles ne se concrétiseront pas avant juin 2027. Les modalités de ces arrivées sont projetées par l'ARS et notre capacité de les accueillir. D'ici là, nous devons préparer les meilleures conditions possibles pour leur installation. Les locaux actuels ne permettent pas encore de les accueillir dans des conditions pleinement satisfaisantes, car comme vous le savez, un doc junior doit se trouver auprès de son maître de stage. C'est pourquoi un projet d'aménagement est étudié afin d'augmenter la capacité d'accueil de la maison de santé pluridisciplinaire.
À mon grand étonnement, aucune projection de ligne budgétaire n'avait été allouée sur le budget de 2026 pour prévoir le coût de ces arrivées. Notre objectif et notre rôle est simple, offrir un cadre de travail attractif, faciliter l'installation des professionnels et surtout leur donner envie de s'inscrire durablement dans notre territoire. Il est toutefois important de rappeler que la ville ne peut pas agir seule. L'accueil des docteurs juniors repose sur un partenariat étroit avec les acteurs de la santé et sur un cadre réglementaire qui dépasse les compétences de la commune. Je poursuis ce travail en lien étroit avec les médecins de la maison de santé pluridisciplinaire ainsi qu'avec l'ensemble de nos partenaires. La ville travaille également avec l'ensemble de la MLA pour identifier les meilleurs dispositifs d'accompagnement à l'installation. Soyons lucides, aucun dispositif à lui seul ne comblera le déficit médical auquel notre commune est confrontée. Aujourd'hui, il nous manque encore une vingtaine de médecins généralistes. C'est pourquoi je m'attache à mobiliser tous les leviers disponibles et à renforcer nos partenariats avec la CPM, la CPTSO, la métropole, l'ARS et l'ensemble des acteurs concernés. L'attractivité médicale ne se décrète pas, elle se construit dans la durée. C'est une véritable feuille de route que nous devons construire, un projet de ville dans la durée. C'est ce travail de fond que nous menons avec détermination pour garantir à nos habitants un meilleur accès aux soins. Et je terminerai ma réponse. La santé aussi passe par la prévention et je m'attacherai à ce qu'une planification soit faite rapidement avec les acteurs de notre commune, mais aussi avec les organismes de l'État. Très bien, merci Madame Galeotti. Monsieur Mercier, vous souhaitez... Non, très bien. Bon, parfait, écoutez, on en prend bonne note, merci. Je souhaitais apporter 2 informations à la connaissance du conseil municipal, enfin même 3 informations à vrai dire. Alors on s'était engagé lors du précédent conseil municipal à faire une présentation, et vous avez vu que ça ne figurait pas à l'ordre du jour en tant que tel, mais sur le dossier Petit Bois. Nous avançons. Je souhaitais vous dire en fait la chose suivante, et nous serons amenés évidemment à procéder à des communications ultérieures, que nous confirmons à ce stade que nous ne pouvons pas aller au bout de ce projet pour des raisons financières, que nous attendons le résultat du diagnostic pollution pour savoir si des contraintes supplémentaires s'ajoutent, car ce diagnostic n'avait pas été prévu dans le projet et le calendrier initial, que en fonction évidemment nous pourrons choisir le scénario le plus équilibré pour les finances de la ville, les entreprises concernées et les usagers. Dans cette attente, le chantier est aujourd'hui suspendu, comme vous le savez, et s'il doit y avoir une reprise, nous l'envisageons fin août. Notre objectif principal étant d'essayer de maintenir le terrain de football et d'essayer de préserver l'aménagement du stationnement. Voilà. Je voulais vous apporter cette information, mais une fois encore, nous serons amenés à communiquer auprès du conseil municipal en primeur dès que ce sera possible. Voilà. Ça, c'était la première information. J'ai 2 autres informations à vous communiquer. Conformément à l'article L544-1 du Code général de la fonction publique, je vous informe avoir engagé une procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel à l'encontre de Madame la directrice générale adjointe en charge du pôle éducation et famille. Et en vertu du même article du Code général de la fonction publique, je vous informe également avoir engagé une procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel à l'encontre de Madame la directrice générale adjointe en charge du pôle développement du territoire et patrimoine. Voilà. Je vous remercie. Les sujets à l'ordre du jour du conseil municipal étant épuisés, je vais lever la séance. Néanmoins, je vais profiter de garder le micro quelques instants pour saluer juste derrière moi la présence de Madame Nawal Slassigui, directrice générale adjointe qui est présente ce soir et qui participe à son dernier conseil municipal. Elle dirige le pôle vie associative, sportive, citoyenneté et engagement républicain et elle a fait le choix il y a quelques mois de quitter notre collectivité. Elle la quittera au début du mois de septembre. Et je tenais à saluer, Madame, votre engagement à nos côtés ces derniers mois. Et je vais également
Et je vais également en profiter, puisqu'elle est présente dans la salle et vient de se lever à l'instant, pour saluer également Madame Pascale Fauquet, directrice de la Maison de la Vie Associative, qui a beaucoup travaillé pour notre ville ces dernières années et qui va quitter, là aussi c'est son choix de carrière professionnelle, qui va quitter ses fonctions au 1er septembre pour rejoindre les services de l'État. Et j'en suis réjoui pour elle. Nous pouvons l'applaudir. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée, un très bel été et je vous dis à bientôt. Merci à vous.